me baladant un petit peu trop au nord et un tout petit peu trop à l'est, ce qui m'a donné quand même la possibilité de rencontrer les variétés anciennes un peu en dehors de l'Aquitaine. Donc le conservatoire a réuni le matériel végétal sous forme de verger. Donc j'ai recensé 2000 accessions, 2000 variétés de 16 espèces fruitières différentes. Mais cette diversité a été d'abord réunie sur les Landes, puis ensuite en vallée de Garonne, pour enfin essaimer sur l'ensemble de la région aquitaine. Donc chaque point rouge que vous voyez, c'est un verger qui sert à montrer que cette biodiversité cultivée existe et existe encore, surtout grâce aux collectionneurs et entre autres en Aquitaine, grâce au Conservatoire d'Aquitaine. Pour simplement vous donner une idée de ce que peut représenter la diversité cultivée, je vais utiliser juste un exemple, le pêcher. Nous avons une petite collection de 115 variétés récupérées sur la région aquitaine majoritairement et accessoirement sur le Tarn. Nous avons dans ces collections de pêcher des arbres qui produisent des fruits à peau lisse ou des fruits à peau duveteuse, des noyaux adhérents ou des noyaux libres, des chairs jaunes, des chairs orangées, avec des variétés qui sont tout à fait typiques et spécifiques du sud-ouest, qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France. C'est la chair orangée qui a donné les variétés appelées roussanne ou madeleine ou angevine aussi. Et puis, nous avons aussi des pêches à chair rouge et évidemment des pêches européennes, mais finalement pas beaucoup, des pêches européennes à chair verte. Et dans ce patrimoine s'est développé des types tout à fait particuliers, comme celui-ci qui est un type albinos, avec des fleurs blanches et des fruits très pâles, ou au contraire des arbres qui sont anthocyaniques sur tous leurs éléments, avec des feuilles rouges et des fruits rouges à chair rouge. Et le conservatoire a développé, en dehors de ces parcelles de collection, des vergers qui sont ouverts au public, et entre autres celui-ci qui est en vallée de Garonne, qui sert à la fois à montrer ce qu'est le patrimoine, mais aussi ce que sont les plantations de type traditionnel associées à des méthodes les plus modernes de conduite d'arbres et aussi d'expérimentation de matières organiques nouvelles, comme le bois araméal fragmenté. Donc nous avons couvert à Montesquieu 16 km linéaires de verger avec du bois araméal fragmenté. Pour les professionnels qui viennent nous voir, c'est souvent une grande source d'interrogation. Donc nous avons fait un travail relativement important avec un financement FEDER qui nous a montré tout l'intérêt de cet enrichissement organique en grande profondeur, voire avec des actions au-delà de 60 cm de profondeur, alors qu'on n'a pas enfoui ce matériel. Alors nous utilisons toutes les matières qui nous passent sous la main. On est très en cheville avec les producteurs de noisettes, les producteurs de noisetiers, qui broient beaucoup de bois et qui nous le donnent. Alors, pourquoi est-ce que l'on a associé ces techniques traditionnelles et ces techniques modernes? Eh bien, c'est dans l'esprit de savoir comment pouvoir promouvoir la biodiversité. Alors, qu'est-ce que c'est, d'où elle vient, cette biodiversité cultivée? Eh bien, d'abord, elle vient d'une sélection d'origine paysanne. Il faut savoir que les variétés fruitières, comme n'importe quel légume, céréales, comme tous les animaux domestiques, tout cela vient de la sélection d'origine paysanne. Et on ne le répétera pas assez. Peu de gens en ont conscience, mais ce sont vraiment les paysans qui ont observé, à partir des espèces sauvages, alors évidemment il y a belle lurette, mais à partir des fruits sauvages, ont créé les variétés cultivées et les ont fait perdurer dans les campagnes pour ce qui concerne les arbres fruitiers grâce au greffage, tout en maintenant une sélection continue qui a continué jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc autrefois, les arbres fruitiers étaient partout présents, mais vraiment partout présents, là où ils pouvaient pousser. Toutes les espèces qui pouvaient s'adapter dans une région étaient adaptées. Et les variétés sélectionnées localement pouvaient aussi être transportées, parfois très loin de leur zone de création. L'image bucolique par excellence, mais c'est quand même moi qui ai pris la photo, donc elle n'est pas si ancienne que ça, où un paysan continuait à travailler à l'arrière, donc travaillait superficiellement son sol,
devant un magnifique poirier et allait semer son maïs. Les arbres fruitiers partout étaient donc en association avec les cultures quelles qu'elles soient. Donc là, le premier type d'association, c'était la prairie. Dans le sud-ouest, c'était plutôt des champs qui étaient cultivés en association avec des arbres, comme ici, et la photo est très récente, un champ de sorgho avec des noyers à la Roque-Gajac en Dordogne. On retrouvait exactement la même situation, de noyers dans des parcelles cultivées en Aveyron, et on pouvait aussi trouver ces noyers sur des vignes. La plus ancienne culture associée, et bizarrement qui a été totalement oubliée et totalement méconnue, et ce sont les sous-bois de châtaigniers. Les châtaigneraies étaient cultivés en billons, et sur cette photo, on aperçoit encore les anciens billons, et ces sous-bois de châtaigneraie étaient souvent cultivés avec des seigles. Parmentier, avant de s'occuper de la pomme de terre, s'était bien intéressé aux seigles et écrivait que les seigles étaient de meilleure qualité lorsqu'ils étaient cultivés sous des châtaigneraies. Bien sûr, il ne faut pas que les couronnes se referment. C'était des châtaigneraies ou très entretenues ou jeunes. Et puis on rencontrait, mais on en rencontre encore de temps en temps, des associations avec les vignes. Ça a été la plus ancienne association. Dès que les Romains nous ont apporté les vignes, ils nous les ont apportées avec des figuiers, avec les grenadiers aussi dans le sud-ouest. Les Européens y ont introduit les pêchers. D'où l'appellation pêche de vigne, qui ne correspond pas du tout à une variété, mais bien un type de fruit, un fruit à chair blanche, un fruit généralement vert. Mais on aurait pu sélectionner des variétés dans ces pêches de vigne. Dans le sud-ouest, un peu plus tardivement, probablement après le Moyen-Âge, on a introduit les premières pêches à chair jaune-orangé. Et on arrive à trouver encore des vignes dans lesquelles se trouvent des arbres fruitiers. D'ailleurs, pas nécessairement du pêcher, mais aussi des cerisiers, en Gironde, entre autres, et du maraîchage. Donc évidemment, ça fonctionne dans la mesure où on ne traite pas l'arbre fruitier et on ne traite pas trop la vigne. Et ces systèmes associés fonctionnent très bien dans des zones particulièrement bien ensoleillées. Et on les retrouve en Italie encore, en Espagne et au Portugal. Cette photo est le long du Douro, en altitude malgré tout, où les oliviers sont sur les vignes. La couronne des oliviers est sur les vignes, mais donc les oliviers sont dans les vignes. Et la parcelle qui était à côté, je y avais vu des cerisiers. Ce sont donc des systèmes qui fonctionnent parfaitement bien, mais il me semble que l'ensoleillement important est une nécessité. Alors la plus grande organisation d'associations vignes, arbres fruitiers, a été fait dans des systèmes qui ont été appelés des jouals ou camps en Lot-et-Garonne, où les alignements de vignes, dans les alignements de vignes, on y installait des arbres fruitiers. Ça pouvait être des pêchers, mais ça pouvait être des cerisiers, comme ici, ça des cerisiers, ou du prunier, et une culture intercalaire. Donc vous voyez, la photo n'est pas ancienne non plus, cette jouale existe encore. Le sol est travaillé et on va y cultiver du maïs une année, du tournesol une autre. Et les entrerangs sont extrêmement étroits. Autrefois, la largeur de l'entrerang correspondait à la largeur d'un attelage de bœuf. Il fallait simplement qu'un attelage de bœuf puisse passer. Et tout ça fonctionnait très bien, jusqu'à 1960, où il a été décrété que les associations ne pouvaient pas fonctionner parce que les paysans ne savaient pas cultiver leurs terres. Pourtant, voilà, il en reste quelques-unes de ces jouales, et là, ici, on est en Lot-et-Garonne, dans une zone de production de pruniers d'Agen, où on voit une vigne parfaitement entretenue, des pruniers d'Agen très vigoureux et de belle qualité. Bon, par contre, il y manque un élément, c'est la culture intercalaire. En fait, c'est le chemin d'accès à une propriété. Donc vous voyez que, en fait, l'arbre fruitier peut aussi, même dans ces associations, peut être un très bel élément du paysage. Pourquoi mettre une rangée de lauriers lorsqu'on peut mettre des associations qui, en plus, produisent des fruits? Dans ce cas-là, cette photo montre un champ de blé qui fait plusieurs hectares, qui est entouré d'une ancienne jouale. Donc on a gardé uniquement les bordures, les extérieurs, avec une vigne associant du prunier, mais cette fois, ça n'est pas du prunier d'Agen, et pourtant nous sommes dans la zone de prunier d'Agen. C'est une variété de prune
Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais toutes les prunes sont au sol, en fait. Ce sont des petits fruits jaunes. C'est une prune de la Saint-Jean ou prune de Catalogne qui n'a probablement plus été multipliée depuis le 19e siècle, mais que l'on retrouve encore dans cette ancienne jouale. Et la dernière association la plus, j'ai envie de dire, la plus complexe, et celle qui va nous intéresser le plus, qui a été utilisée dans toute la France. Avant l'invention du fil de fer barbelé, il fallait bien protéger les parcellaires, et on les a protégés, et depuis très longtemps, hein, depuis le Moyen-Âge au moins, on les a protégés avec des haies. Alors vous voyez que ces haies sont, enfin celle-ci entre autres, à 2 étages. Un étage épineux, qui était fait d'aubépine et de prunelier, et un étage de fruitier, donc en l'occurrence du cerisier. Et là, nous sommes en Corrèze. On pourrait trouver la même chose en Aveyron. Donc là, on a une double haie avec un chemin intercalaire d'aubépine, prunelier et pommier. Et puis, sur le côté, donc du côté où on est, le jardinage de l'ancien paysan qui a remplacé probablement la prairie, puisque généralement ces haies servaient à empêcher les animaux domestiques de sortir et parfois, bien sûr, les animaux sauvages de rentrer. Alors tout ça mis bout à bout, ça nous a donné des idées pour utiliser les variétés anciennes et donc réutiliser cette biodiversité cultivée. Et nous avons inventé notre système de haies à plusieurs étages. Et dans ces haies, donc, nous associons des arbres tiges, donc ceux qui vont être les plus hauts, qui vont être généralement producteurs de fruits. Ici, c'est une production de petits fruits, puisque c'est un pommier d'ornement, donc c'est plutôt une production de fruits pour cet arbre-là, à destination des oiseaux qu'on a tout intérêt à faire venir, pour certains d'entre eux, entre autres les mésanges, dans les vergers pour manger les larves de certains insectes, comme les carpocaps, les tordeuses ou le balanin du noisetier. Et donc dans ces arbres-tiges, on y a mis tout ce qui nous passe par la tête ou par les mains, du pêcher, du noyer, dans les zones à noyer, du châtaignier, des pruniers, des pommiers, des poiriers, tout, n'importe quoi, des néfliers, tout ce qu'on peut y mettre. Mais la base, donc la partie qui va être taillée, ne va pas être faite avec les aubépines et les pruneliers traditionnels, d'une part parce que les aubépines hébergent maintenant un parasite, donc une bactérie, enfin, qui provoque le feu bactérien sur les pommiers, les poiriers, les néfliers, et puis accessoirement sur les pyracantha, les cotonéastères. Donc on a évité l'aubépine, on a évité le prunelier aussi parce que ça pique, et finalement on a mis des espèces fruitières toutes bêtes qu'on a taillées sévèrement, bien sûr, puisqu'on les rabat. Et dans ces espèces fruitières, on a joué de la même façon avec tout ce qui nous passait par la main, et ça marche. On a mis donc du néflier qu'on rabat, des cognaciers, des cerisiers acides, de l'arbousier dans les zones acides, à sol acide, des grenadiers, du feijoa, tout ce qui peut nous passer par du figuier aussi. On essaie tout. En fait, on se rend compte que finalement, tout accepte d'être taillé. Toutes les espèces fruitières acceptent d'être taillées et taillées sévèrement. Et j'oubliais celle qui marche le mieux, c'est le noisetier. Pourquoi est-ce qu'on est allé jusqu'au bout ? Eh bien, on va jusqu'au bout de notre expérience parce qu'on a eu la surprise de voir que ces haies produisent des fruits, sont jolis et accessoirement n'ont plus besoin d'être traités, ou enfin pour nous on ne les traite pas et il n'y a pas de parasites. Donc c'est quand même, ça pourrait paraître merveilleux. Ceci dit, il y a quand même quelques contraintes techniques pour réussir sa haie. Nous plantons sur butte, très enrichi en matière organique. Il faut préparer un bon lit pour que les racines puissent se développer tout à fait correctement. Et lorsque l'on bute, on enrichit considérablement la zone en oxygène. Et l'oxygène, c'est vraiment le facteur de réussite d'une plantation. On enrichit très fortement en matière organique, on paille et accessoirement on y met un arrosage complémentaire, en particulier dans les zones où il tombe moins de 600 mm d'eau par an et j'ai envie de dire moins de 200 entre le mois de mai et le mois de septembre, comme c'est devenu monnaie courante en vallée de Garonne. On taille 4 arbres sur 5 ou 3 arbres sur 4 selon la distance que l'on a décidé de garder entre les arbres tiges. Donc tous les plants sont plantés en même temps, tous les mètres. On se rend compte maintenant que l'on pourrait utiliser autre chose que
que des espèces arbustives retaillées. On pourrait très bien utiliser des plantes couvrantes assez hautes, comme de la tanésie, des absinthes, peut-être pourquoi pas des lavandes, du romarin, des lauriers sauces ou tout pareil, tout ce qui passe par la tête mais qui couvre le sol, c'est-à-dire qui empêche le soleil de taper directement sur le sol pendant l'été. Et évidemment, ces haies s'enrichissent en matière organique directement, à la fois par le bois qui est taillé, donc nous on le réinjecte sous forme de BRF parce que l'on a un broyeur, donc on broie le résultat de la taille en hiver, et donc on le réinjecte dans la haie directement, ça finit par tomber au sol. Et donc naturellement, et ça c'est le système de la haie, c'est des haies faites avec des feuillages non persistants. C'est évidemment d'enrichir considérablement la zone par la chute des feuilles chaque hiver. Un ancien étudiant de l'université de Clermont-Ferrand avait fait un inventaire sur les haies de Corrèze et il avait montré que dans certains cas, depuis le Moyen-Âge, les haies étaient montées parfois de presque 2 mètres de haut. Donc effectivement, il y a une accumulation. Peut-être aussi, ça récupère l'érosion des pentes, mais ces haies peuvent monter. Et donc cet enrichissement permanent en matière organique entraîne l'enrichissement et le maintien d'une zone très riche en micro-organismes sur au moins 30 cm de profondeur. Et donc la haie, elle pousse toute seule, hein. Elle devient autonome, et elle devient tellement autonome qu'elle n'est même plus atteinte par les parasites, ou très peu, alors que les arbres fruitiers plantés en verger individuellement, et les mêmes variétés plantées dans notre verger à côté, ont des parasites qu'ils n'ont pas dans la haie. On a vu aussi que s'il y a une très grande richesse microbiologique au sol, il y a aussi une très grande richesse entomologique. Et on sait que les arbres fruitiers hébergent facilement des parasites, qu'ils hébergent des parasites spécifiques. Il faut savoir que le puceron du pommier n'est pas celui du pêcher, n'est pas celui du néflier, et encore moins celui du noisetier. Donc les parasites de la zone qui est retaillée vont servir de nourriture aux auxiliaires. Et par contre, les auxiliaires, eux, sont à large spectre et vont agir sur l'arbre lui-même que l'on veut voir produire. Donc l'inventaire qui avait été initié l'an passé a montré qu'on avait dans notre haie le 16 juin, en pleine période de canicule, il faisait 36 ou 37 degrés quand on a fait cet inventaire, il y avait 89 auxiliaires différents, plus évidemment des parasites et des parasitoïdes. Mais les parasites en fait sont présents, mais il n'y a pas de traces d'attaque parasitaire. Alors quand cette haie est très très riche, bien sûr, les gros prédateurs vont manger les petits, mais ça n'est pas grave, pauvre coccinelle, mais au moins on sait que la haie a une très grande richesse. Quand on en arrive là, c'est que vraiment la haie est devenue autonome. Par contre, et ça c'est la question que l'on me pose régulièrement, c'est est-ce que par ce système de haies très riche en auxiliaires, on peut protéger le verger qui est à côté, ou le maraîchage? Et là, je réponds presque systématiquement non, n'y croyez pas, puisque les insectes sont bien dans la haie, ils n'ont aucune raison d'en sortir. D'où l'idée que si on veut utiliser ces systèmes associés pour protéger les vergers, eh bien, il faut faire du linéaire, il faut faire un ruban continu pour entraîner la protection et l'autonomie de cette haie. Donc nous cueillons des fruits dans nos haies. Là, en l'occurrence, ce sont des pêches. Et ces pêchers ne sont absolument pas traités. Donc nous avons plusieurs haies dans différentes conditions. Donc là, c'est la pire condition, c'est la vallée de la Garonne, où on est quand même obligé de mettre un arrosage complémentaire. Mais on a une haie qui fait 300 mètres de long en Dordogne et qui n'est pas arrosée, qui n'a pas d'arrosage complémentaire et qui se porte très bien, avec de très beaux noyers, justement. Et une autre en Béarn, pas loin de Navarinx, où il tombe entre 1200 et 1500 mm d'eau par an. Donc évidemment, elle n'a pas besoin d'être arrosée non plus, mais elle se porte bien. Et là, on a vraiment des commandes de haies. Alors à la fois, c'est une expérience qui se poursuit, puisqu'on n'a quand même pas énormément de recul, mais on n'a pas de crainte sur l'aventure. Sur une zone de pommiers
peu traité et dans ces conditions. On arrive à détecter 5 auxiliaires différents sur quelques centimètres carrés. Alors l'idée, c'est d'aller au-delà, c'est de passer vers les professionnels. L'expérience sera peut-être difficile pour les vergers monovariétaux, évidemment, mais par contre, pour ceux qui veulent faire de l'agroforesterie en association avec du maraîchage, il est tout indiqué de pouvoir le faire avec des arbres fruitiers, puisque la plupart des personnes qui veulent faire du maraîchage avec de l'agroforesterie ont une commercialisation locale, ont besoin ou ont une demande en fourniture de fruits. Donc de fait, ils pourraient et ils peuvent, et là nous sommes à Mimizan et c'est notre première expérience d'un maraîcher arboriculteur, enfin d'un couple de maraîchers arboriculteurs qui se lance dans de l'association maraîchage arbres fruitiers en alignement. Bon là, ça vient juste d'être planté, donc on ne voit pas encore la zone arbustive, elle a été retaillée, donc on ne la voit pas. On a beaucoup d'espoir sur ces systèmes linéaires. Sur cette image, les arbres fruitiers hébergeaient aussi des espèces sauvages. Les arbres fruitiers peuvent être des très beaux éléments du paysage, on l'a beaucoup oublié. Moi, j'ai baigné dedans pendant 30 ans et je voyais la difficulté de faire passer ce message en dehors des diapositives que je pouvais présenter, parce qu'on ne sait plus voir les arbres fruitiers dans les campagnes. Souvent, on ne sait plus les voir parce qu'ils n'y sont plus. Et ils pouvaient héberger des espèces sauvages, comme ici la tulipe d'Agen, qui est une tulipe botanique protégée, puisqu'il ne reste que quelques sites à tulipes. Donc on peut penser qu'il y a des associations entre espèces. Et ces associations en fait, n'ont pu être maintenues que parce que les travaux de sol ne dégradaient pas ces tulipes.